2016 et du 26 novembre 2018, autant pour moi, du 26 novembre au 28 janvier. Voilà, votre histoire, vous la merci. Voilà, une fois où je démissionne, bon, je vais vous dire sincèrement, je décide d'abandonner ce poste au SDF en tant que cadre pour descendre à la base au MRC. Parce qu'en fait, moi, c'était pas le poste qui m'intéressait. C'était le combat qu'on devait mener. C'est ça qui m'intéressait. Et j'ai compris que même étant à la base, si, n'est-ce pas, je joue mon rôle auprès de mes cadets, je pense que le parti devait, n'est-ce pas, multiplier ses énergies et émerger plus. Donc, ce 26 novembre, je décide donc de partir du LDR pour le MRC. Et j'ai donc la chance de rencontrer le président national et qui, n'est-ce pas, lui-même était séduit. Il me dit, c'est difficile de voir, n'est-ce pas, un cadre du SDF aussi abandonné pour nous suivre dans ce moment extrêmement difficile. Il était beaucoup surpris, il m'a beaucoup encouragé. Il a dit que je t'encourage énormément et je vais te le dire, cette décision que tu as prise, c'est une décision noble et nous allons poursuivre le combat puisque nous allons obtenir la victoire. Donc, j'ai donc décidé de le suivre sans, n'est-ce pas, aucun intérêt. Déjà, je vous rappelle que j'étais à la base, donc j'étais un simple militant dans le MRC jusqu'à ce 6 janvier où le président me surprend. Il me nomme donc son conseiller et membre du directoire national. Voilà ainsi présenté votre parcours avec le MRC. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la phase la plus importante. Et donc, Mathias, conseiller du président national, conseiller municipal, qu'est-ce qui s'est passé exactement le 28 janvier 2019? Merci, cher AP. Je vais vous dire que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui n'honore pas notre pays. C'est-à-dire sur le plan juridique, c'est-à-dire notre pays a été jeté dans le caniveau sur le plan institutionnel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce 28, nous apprenions, n'est-ce pas, par des SMS que le président était séquestré quelque part. Alors, en tant que des combattants, et encore à ce moment où le président était la star, n'est-ce pas, de la République, à ce moment-là, personne ne pouvait rester insensible, parce qu'il faut le dire. Donc, quand nous apprenons donc cela, nous accourons donc pour retrouver le président et savoir exactement ce qui se passait. C'est donc là où nous arrivons chez l'honorable Albin Zongan pour nous enquérir de la situation. C'est là où nous trouvons, n'est-ce pas, les policiers qui étaient partout. On se reprochait de rien. Donc, nous sommes restés là avec le président pour, n'est-ce pas, vivre en direct ce qui allait se passer. Parce que c'est ce qu'il faut marteler. Alors, aux environs de 18h30 et 19h, nous observons donc une escouade de policiers qui débarquent avec des pick-up, des voitures et des lances à eau, ce qu'on appelle au quotidien le mamiwata. Nous nous demandons, mais il y a quoi? Est-ce que nous étions surpris? En fait, on ne savait pas ce qui allait se passer. On ne se rendait même pas compte que c'est pour nous que c'était là. Puisque nous, on estimait que voilà, on était des simples militants qui étaient venus, des simples curieux qui étaient venus, n'est-ce pas, voir le spectacle qui allait se passer. On ne savait pas que tout cela était pour nous. Jusqu'à 20h30, 20h30, je me rappelle encore de ce jour, comme c'était hier, on entendait donc les policiers se concerter parce qu'il faut dire que nous étions à l'intérieur de la barrière de M. Zongan parce qu'il fallait se rassurer point par point de ce qui allait se passer.
comment est-ce que le président devait être kidnappé, parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Alors, nous on entendait donc, étant à l'intérieur de la barrière, les commissaires communiquant entre eux à l'extérieur. Ils disaient, voilà, on va toquer la barrière. S'ils ouvrent la barrière, voilà, il n'y a pas de problème. Mais s'ils n'ouvrent pas, nous serons obligés de défoncer. Alors, nous on comprend donc que quand nous entendons le mot défoncer, c'est là où, moi personnellement, je commence à réaliser que ça doit mal se passer. Alors, je vais donc alerter l'honorable Zongan. Je lui dis donc ce qui était j'explique donc ce qui était en train de se passer, puisqu'il était à l'intérieur à son salon. Ah, il me dit, de toute façon, si on toque, je vais ouvrir, puisque on ne sait pas de quoi on se reproche. On n'a pas de raison de ne pas ouvrir. Il dit, ok, président, je rentre encore dans la cour. 5 minutes après, le commissaire vient toquer à la porte, à la barrière. Je rentre encore au salon, dit à l'honorable Zongan, ils sont en train de toquer. Alors, il ressort donc, nous sommes ensemble, il s'en va ouvrir. Il entre, il dit, est-ce que M. Kamto est là? L'honorable Zongan dit oui, il est là. Où est-il? Il dit il est au salon. Il dit, est-ce que M. Penda Okoka est là? Il dit oui, il est là. Il est également au salon. Il dit, bon, ok, je veux M. Kamto, M. Penda Okoka, M. Zongan, y compris vous. M. Zongan dit, pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Il dit, je dois vous amener. Voici le mandat de perquisition. Je parle bien d'un mandat de perquisition. Je l'ai vu ce jour. Nous Zongan dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais aller appeler le professeur Kamto. Alors, M. Zongan est rentré au salon et il a dit au président, vraiment, je vais vous dire, j'ai vu quelqu'un, ce jour-là, le président, quelqu'un de très serein, en fait, qui, pour lui, n'avait aucun problème. Alors le président est sorti tout joyeux, tout galant, comme il est. Il est donc venu. Ils l'ont donc sommé, on va vous amener. Le président a dit, ok, je peux voir le document que vous avez. Il montre dans le document au président. C'est bel et bien un mandat de perquisition. Je pense que ce jour, le président a demandé, comment est-ce que vous pouvez nous déporter avec un mandat de perquisition? Ils ont dit, on va vous amener. Nous ne sommes pas venus discuter. Alors, le président, constatant donc qu'ils étaient dans leur folie habituelle et ne voulant pas leur donner une occasion, n'est-ce pas, pour profiter et dire qu'il y a eu opposition, il y a eu résistance, il y a eu rébellion, le président, si intelligent comme il est, naturellement, s'est simplement rendu. Alors, c'est en ce moment que j'entends encore, ils sont en train de causer au téléphone. Il est encore en train de causer le téléphone. Il dit, monsieur le ministre, nous avions toqué la barrière. Ils ont ouvert. Et nous avons notre oiseau. Alors, Zongan et M. Ekoka, mais ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas résisté, ils se sont rendus. Donc, nous avons ces 3 personnes-là, mais nous avons rencontré avec eux plus de 70 de leurs militants. Je l'entendais dire au téléphone, oui, monsieur le ministre, nous avons quelques pick-up, mais on peut faire venir les camions. Et c'est ce que j'entendais. Il dit, oui, monsieur le ministre, non, on peut aussi faire venir des renforts. Alors, dès qu'il est donc au téléphone, il nous dit, vous tous qui êtes là, asseyez-vous et mettez les mains sur la tête. C'est là où nous disons, il y a quoi? Il nous dit, exécutez ce que nous vous disons. Sinon, le pire va se produire. Alors, nous sommes tous assis. Ils nous ont retiré nos CNI, nos téléphones. Il a dit, asseyez-vous les uns derrière les autres et allongez les pieds, avec les mains sur la tête. Alors, c'est ce que nous avons fait. On a opposé jusqu'ici aucune résistance. C'est donc à ce moment que les pick-up sont venus.
plusieurs pick-up sont encore venus en renfort. Alors, ils ont commencé à embarquer, ils ont embarqué le président et les honorables Zonga. Et à notre tour, ils ont également commencé à nous embarquer. On ne voulait pas savoir si il fallait 5 personnes dans une pick-up. On faisait monter les uns sur les autres comme c'était des quatre bagages. Seulement le parcours de la cité pour la PJ à Bonanjo, c'était un parcours de combattant. Moi, personnellement, quand je suis descendu de cette pick-up, je ne descendais plus mes 2 pieds. Parce que là, les gens étaient entassés sur moi, je ne respirais pas. Alors, nous arrivions dans la PJ. Ils nous font descendre de la pick-up et puis nous sommes également dans la cour de la PJ. Ils passent aux mêmes exercices, c'est-à-dire recomptage, identification de tout le monde. Après, ils nous demandent encore, asseyez-vous. Nous nous asseyons là, les mains sur la tête, ils font la décompte. Il est 21h30, 22h. Alors, ils nous laissent, après avoir fini les décomptes, ils nous laissent pour environ 2 heures de temps, pendant qu'ils se concertent. C'est aux environs de 23h30 qu'on voit garé, qu'on voit un coaster de 70 places, Transcam qui vient garer, que nous commençons à réaliser que, alors, nous serons, comme nous avons été kidnappés, nous serions une fois de plus déportés. À minuit 30, il vient nous dire, levez-vous et alignez-vous les mains sur la tête. Parce que vous allez à Yaoundé. Là, c'est le commissaire Ezogo lui-même. Je demande au commissaire Ezogo, mais vous nous amenez où? Et vous avez retiré nos CNI, vous avez retiré nos téléphones, ni nos familles, personne ne connaît là où nous allons. Est-ce que c'est normal dans un pays dit de droit? Il me dit, monsieur, fermez votre bouche. Parce que si vous continuez, je vous fais passer au balançoire. Qui dans votre famille a 6 étoiles? Alors, les AP m'ont dit, AP calme-toi, nous allons voir ce qui va se passer. Donc, nous avons donc commencé à embarquer dans ce coaster. Directement sur le coup, il y a une AP qui était asthmatique et qui a fait un choc sur place. Elle était abandonnée à elle-même, elle suffoquait là sur place. Et heureusement que parmi nous, il y avait un médecin, le docteur Kwan, qui a fait tout ce qu'il pouvait sur le regard de tous ces badauds policiers. Il a fait tout ce qu'il pouvait, il a essayé de la mettre en position de sécurité. Nous avons enlevé nos t-shirts, c'est avec ça qu'on balançait l'air sur elle pendant plus d'1 heure. Alors elle s'est remise doucement, doucement, et puis elle est montée dans le bus. Il faut dire que nous étions plus de 80 dans ce bus, c'est-à-dire avec les uns sur les autres. Ils nous disent donc, le commissaire revient encore nous dire, vous allez à Yaoundé, et le bus ne s'arrête pas en route. Et il y a les anti-gangs dans le bus. Celui qui tente de faire moins de gestes, on va la battre. Alors, voilà que à 1 heure moins, c'est le départ. Nous sommes escortés par une escouade de policiers. Donc, on vous dit que ce kidnapping était très bien préparé d'avance. C'est là où un autre policier dit, je vais menotter M. Kanto. Alors, chers amis, c'était un moment, moi qui ai combattu depuis longtemps, le plus difficile. Quand j'ai vu le président élu être tiré par un simple policier et lui mettre les minottes,
j'ai eu très mal. Mais le président, à travers les vitres, a dit calmez-vous, avec les menottes sur les mains. C'est donc à ce moment-là que nous avons engagé le voyage. Ça veut dire de Douala jusqu'à Yaoundé. Pas d'arrêt. Il y avait des gens qui voulaient uriner. C'était carrément impossible. Il y avait des diabétiques qui ne pouvaient pas se mettre à l'aise. Cette dame qui était asthmatique, qui a continué à choquer dans la voiture, n'avait aucune assistance. C'est comme ça que nous avons évité les face-à-face en route, parce qu'il roulait à tombeau ouvert. Jusqu'à Yaoundé. Et arrivé à Yaoundé, nous sommes emmenés au GSO. Mais, et au niveau du GSO, nous sommes placés en garde à vue provisoire au sous-sol du GSO. Au GSO, chers amis, il faut le dire, il y avait des moments où c'était très très difficile. Il y avait des moments où on demandait à ces soldats qui nous gardaient de nous torturer. Eux disaient, quand ces gens sont arrivés ici, nous on croyait que c'était des terroristes. Mais quand nous regardions les CV, c'est des fonctionnaires, c'est des enseignants, c'est des hommes d'affaires, c'est des juristes. Rien à voir avec les gens que nous avons gardés ici précédemment. Il faut dire qu'il y a encore des gens qui ont le cœur. Et pour cela, je vais remercier ces gars-là. Dans le corps de la police. Dans le corps de la police, il y a encore des gens qui ont le cœur, qui refusaient d'exécuter les mots d'ordre de torture qu'on les donnait contre nous. Un soir, un commissaire est même venu dire, ne les envoyez plus faire les besoins. Ils vont faire les besoins là-bas dans les cellules. Dans une cellule de 5 sur 5, où nous étions plus de 70. Je ne dis pas ça pour trahir ces gars-là, mais c'est parce que je sais qu'ils avaient une compassion envers nous. Mais par derrière, ils disaient, vous pouvez aller faire vos besoins. Nous sommes là pour vous garder, vous ne pouvez pas fuir. Ils nous laissaient librement aller faire nos besoins. Au 8e jour, je vais dire ici que jusqu'à là, nous, on n'avait pas accès à nos avocats, ni à nos familles. Ils ne connaissaient pas là où nous étions. Quand ils arrivaient même, on les disait que nous n'étions pas là-bas. Alors nous avons dit, alors dans ce cas d'espèce, ça veut dire que nous n'attendons que la mort. Alors, nous allons donc anticiper notre mort. Nous avions donc décidé que, à compter de maintenant, si nous ne pouvons pas avoir l'assistance de nos avocats, si nous ne pouvons pas appeler nos familles, alors là, nous ne mangeons plus et nous ne buvons plus. C'est donc à ce moment-là, nous avons entamé le premier jour de grève de la faim, deuxième jour, troisième jour, et le quatrième jour, 7 personnes sont tombées. Alors, comme 7 personnes sont tombées, ils ont pris peur. Ils sont venus les porter discrètement avec un pick-up pour les amener à l'hôpital de la police, où ils ont passé des jours là-bas. Pris donc de panique, et
parce qu'ils savaient que nous étions déterminés et qu'on ne pouvait pas changer, parce que c'est un front de combat qu'on avait ouvert, ils étaient donc obligés d'aller appeler notre Mandela, c'est-à-dire le président élu, pour venir nous parler. Parce qu'ils sentaient que le danger arrivait. C'est donc à ce moment où ils font venir le président élu, il est venu nous dire, chers AP, votre revendication est légitime. Mais je ne peux pas vous conseiller de ne pas manger. Puisque moi-même, je mange. Je ne veux pas laisser quelqu'un ici avant de continuer le combat. Si l'un de vous tombe, je serai affaibli. Je vais sortir ici avec des gens, avec des hommes en santé, avec des hommes forts, parce que le combat est long. Si vous ne mangez pas, vous risquerez de tomber ébanoui et ça va nous porter préjudice dans notre combat. Donc, je vous exhorte dès maintenant de lever votre mot de grève de la faim de manger. Alors, nous allons essayer de parler aux autorités pour que vous entrez en contact avec vos familles. C'est donc nous avons vu le président debout que nous avons levé le mot d'ordre de grève, nous avons commencé à manger. C'est également à ce moment-là que ces policiers ont commencé à venir avec les téléphones, on essayé de joindre nos familles pour leur dire que nous étions en GSO. Ils commençaient à avoir les visites. C'est également à ce moment-là que nos avocats commençaient à venir entrer en contact avec nous. Au 9e jour, je pense au 14e jour, c'est là où le préfet du Fundji vient pour que nous vienne notifier notre garde à vue administrative en violation flagrante de la Constitution. Puisque nous ne sommes pas du Fundji, nous sommes du littoral. Du Vouri, nous sommes du Vouri, du département du Vouri. Comment est-ce que le préfet du département du Fundji peut venir nous servir une notification de garde à vue administrative? Nous avons scandalé, y compris nos avocats. Mais ça ne les a pas arrêtés dans les forfaitures, parce que c'est un gouvernement que quand ils sont pris en flagrant, ils font tout, même au forcé, pour faire passer les forfaitures. Et c'est ce qui est le cas. Jusqu'au jour où ils nous présentent également devant le commissaire du gouvernement, encore en violation flagrante de la Constitution. Puisque nous sommes des civils, on nous présente devant un délégué du gouvernement qui va nous... Un commissaire du gouvernement, du tribunal militaire. Un commissaire du gouvernement du tribunal militaire qui doit nous juger au tribunal militaire. Nous leur disons, attendez, nous sommes des civils. Les civils ne sont pas jugés au tribunal militaire, la Constitution le dit. Alors, avec tous ces tiraillements, il nous a donc mis ce mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui. Voilà. La prison centrale de Kondengui, je crois, nous étions le 12 février. Oui. Et donc, l'étape de la prison centrale de Kondengui, comment ça se passe exactement? Nous quittons donc ce 12 février pour arriver à 1h déjà le 13 à la prison centrale de Kondengui. Alors, toutes les dispositions étaient mises en place. Toutes ces dispositions tribales, parce qu'il faut le dire. J'ai oublié un petit passage, s'il vous plaît, que je vais un peu revenir en arrière. Donc,
Ce jour-là, quand le président vient nous parler, on lève le mot d'ordre de grève. Nous sommes encore au GSO. Puisque nous étions dans une cellule de 5 succès, nous étions là près de 70 personnes. Il y a un certain commissaire principal du GSO, M. Etunji, qui vient nous dire, à vous gréver, vous ne mangez pas. Maintenant, vous allez regretter. La seule fenêtre, une petite fenêtre, qui nous servait d'aération et de respiration, il est venu cette nuit, parce que c'est lui qui était de garde. Il a fermé cette fenêtre pour que nous suffoquions. C'était la débandade totale. Puisque les conspirateurs étaient... Nous sommes battus. Comme on pouvait, on a dit, mieux c'est même fait tomber les murs. C'est de là où un autre commissaire a entendu les bruits. Il est donc venu voir. Il arrive dedans. On explique que M. Etunji est venu faire la fenêtre. Il dit bon sang. Etunji lui dit non, c'est moi qui suis en garde, je veux prendre toutes les mesures de sécurité. Il dit Etunji, elle a les mesures de sécurité. Ils sont au sous-sol. Ils ont été mosqués par. Il y a porté la cellule. Il lui dit quel genre de sécurité vous voulez encore. Il était avec ses frères. Donc, c'est un conseil. Et on demandait ensemble qu'on ouvre cette fenêtre, y compris même la porte. Parce que quand ils ont ouvert la fenêtre, ils ont envoyé les têtes. Vraiment, les choses sont là. Ils ont dit non, ouvrez même cette porte. Je crois que même le divisionnaire était venu. Ils ont demandé non. Il y a même un grand couloir, laissez-les même s'asseoir au couloir. Ils sont gardés, il n'y a pas de problème. Donc ce passage-là, c'était extrêmement important que je revienne là-dessus pour préciser. Exact. Donc, nous voilà donc en Kondingué, le 12. Nous arrivons, tous les dispositifs étaient mis en place. Alors, au premier vue, on dit, asseyez-vous là-bas. Et il pleuvait, je crois qu'il pleuvait, il pleuvait, il avait plu. Et il est bien vrai, la pluie avait un peu baissé, mais il y a les gouttes qui tombaient encore. Vous connaissez Yaoundé avec tout le froid de Yaoundé. Ils nous disent, asseyez-vous là-bas, dans la cour, les uns derrière les autres. Comme d'habitude. Alors, c'est ce que nous avons fait parce que nous, au MRC, nous sommes bien éduqués, on obtempère, voilà, on ne manque pas de respect aux gens, nous sommes civilisés. Alors, nous sommes assis, les uns derrière les autres. Il y a encore un certain Ondois, gardien de prison, qui me dit, ici, on ne s'amuse pas. Vous êtes ici à Kondé. Vous êtes dans mon territoire. Je suis votre Dieu. Et je peux faire de vous ce que je veux. Donc, rangez-vous. Alors, nous sommes restés disciplinés. Ils ont fait tout ce qu'ils faisaient, tous les documents administratifs. Et puis, ils nous ont mis dans les... C'était une cellules de passage. Dans les cellules de passage. Certains étaient dans les cellules de passage. Certains étaient encore dans les... Je ne sais pas comment il va appeler ça. Il y avait des salles là où les enfants ou les mineurs viennent apprendre là-bas. Puisque on ne pouvait pas entrer dans la cellule de passage, ils ont mis certains là-bas. Et le deuxième jour, ils avaient mis en place un plan. Je vais dire, parce que c'est après que j'ai compris. Nous, on a cru au départ qu'ils voulaient nous aider. En fait, c'était un plan d'escroquerie. Je vais vous dire pourquoi. Il vient nous dire, bon, vous êtes arrivés ici, normalement, nous, c'était pour vous mettre tous au Kosovo.
Mais quand on a regardé, on voit parmi vous, il y a des responsables, voilà, il y a des personnes un peu âgées, voilà, on ne peut pas vous remettre là-bas, donc on va vous affecter dans les quartiers un peu acceptables. Donc, nous allons commencer d'abord par faire un tri. Alors, parmi ces tri-là, nous allons préciser les gens qui ont travaillé au gouvernement, les gens qui travaillent au gouvernement et les personnes âgées. Je pense que c'est ces deux catégories de personnes. Quand on a appris ça, on a dit voilà, Dieu merci. Mais non, ce n'était pas pour nous aider. Justement, ils savaient que ce genre de catégorie de personnes, c'est des gens qui peuvent débourser facilement de l'argent. C'est quand on nous affecte, que nous arrivons dans le quartier, que nous comprenons que c'était une manière, même si ils nous ont mis là-bas, c'était une manière de nous estorquer de l'argent. Parce qu'au départ, ils nous disent, vous allez dans ce quartier, tout ce que vous allez payer, ce n'est que vos droits locaux. Mais quand nous arrivons là-bas, on nous dit, vous allez payer la mairie. Les frais de mairie qui existent, c'est-à-dire les gens qui vous n'allez pas, quand vous payez ça, vous n'allez pas nettoyer, il y a des gens qui vont le faire pour vous, tout ça. Il fallait payer les frais de mandat, c'est-à-dire que cette petite couchette-là qu'on a aménagée, vous entrez là une place, et vous allez payer les droits locaux. Mais finalement, tu te retrouves en train de débourser au moins 100 000 francs. Et celui qui n'avait pas les 100 000 francs était encore obligé de retourner au Kosovo. Donc, voilà donc comment ils nous ont repartis dans ce quartier. Et nous arrivons donc là-bas, quand nous passons les 3-4 jours, nous regardons comment les choses se passent. Nous avons compris que nos AP qui étaient allés au Kosovo, il était urgent que nous sortions de là. Puisque les conditions étaient inacceptables. Nous étions donc obligés, nous qui étions affectés au quartier spécial numéro 1, de cotiser entre nous pour assister nos AP qui étaient en situation de détresse dans ce quartier-là, c'est-à-dire payer leurs droits de mairie pour qu'ils ne s'en vont pas puiser les sels dans les fosses pour vider comme on voyait beaucoup le faire. Nous avons donc réussi à nous battre pour déjà les épargner de là, dans ces conditions-là, avant que d'autres bienfaiteurs, comme vous avez fait, vous-même vous avez fait, parce qu'il faut le dire, puissent, n'est-ce pas, apporter leur contribution pour améliorer les conditions là-bas. Mais les premières semaines étaient difficiles. Entre nous, les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun. Parce qu'ils avaient passé un message avant. Je dis parce que c'est les prisonniers qui nous ont dit. Ils étaient venus leur dire que voilà, c'est à cause de ces gens que vous êtes encore là. Que parce que quand le président Biya devait prendre ce mandat, il devait vous gracier. Donc vous deviez tous être libres. Donc, si vous n'êtes pas libre, c'est à cause de ces gens-là. C'est parce que quand tu as contesté les élections, et le président Biya n'a plus la possibilité de vous mettre en liberté. Imaginez ce que ça peut faire. Direct. Yes. Donc, nous étions pour eux des fugitifs. C'était très dur. Amis politiques, c'est très important. Repréciser ce passage. Je vous le dis. Repréciser pour que tout le monde, tous ceux qui sont connectés écoutent. Et c'est ce que les prisonniers, après, quand ils sont revenus dans les bons sentiments, nous disent. Qu'on les avait dit que dès que le président Biya devait gagner ce mandat, il devait les gracier. Ils devaient tous être libres. Et que s'ils ne le sont pas, c'est parce qu'il a gagné Kanto a contesté. Donc c'est à cause de Kanto qui ne sont pas libres, donc c'est à cause de vous. Donc du coup, nous étions comme des fugitifs. Comme ce qui nous sauve, c'est le message que le président élu nous passe chaque jour. Nous allons prendre le pouvoir dans la paix.
de mot la paix. C'est ça qui nous sauve. Ça veut dire, ces prisonniers-là, au fil du temps, ont compris qu'en fait, ils n'étaient pas nos problèmes. Pourquoi? Parce que nous les avons expliqués. Quand ils nous ont dit, parce qu'ils venaient nous dire, ouais, grand, pardon, on veut 100 francs, on va acheter le sucre, nous on les donnait facilement. Pardon, on veut 200, on les donnait facilement. Parfois, nous les envoyait nous faire nos petits. Ils ont donc compris que ces gens, qu'on leur a dit hier, que c'était eux leur problème. En fait, c'était plutôt les personnes. Ils nous ont dit, ouais, les camtosards, comme ils nous appelaient affectueusement. Ils nous appelaient affectueusement les camtosards. Ceux qui étaient un peu parmi des leaders comme nous. Puisque ces petits Congolais n'ont pas dit à tout le monde. C'est des leaders comme nous qui nous ont approchés, nous dit que bon, voilà, au départ, nous étions fâchés contre vous parce que, voilà ce qu'on nous avait dit. Nous, on a dit non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est parce que nous sommes en train de leur dire que la loi ne demande pas de garder quelqu'un pendant 6 ans sans le juger, sans l'appeler devant le tribunal. Comment vous pouvez imaginer que vous pouvez faire 6 ans là en tant que prévenu sans jamais être jugé? Alors que la loi dit que comme tu arrêtes, on doit te présenter devant un procureur qui doit soit te relacer, toi, soit te juger et te condamner. Ça veut dire que toi, les 6 ans que tu as fait tant prévenu, peut-être tu seras un an. Si on te jugeait, peut-être tu seras dehors depuis 4 ans. Et maintenant, le jour qu'ils vont rester, ça va les plaire, ils vont t'appeler. Tu auras déjà fait 8 ans en tant que prévenu. Ils vont tout faire pour te condamner les 8 ans et te relacer. Pourtant, tu devrais être libre. C'est ça que nous on leur a dit. Qui commence à réaliser qu'en fait, ceux qu'on les avait présentés comme les fugitifs n'étaient rien d'autre que des gens qui subissaient la justice. C'est donc à ce moment-là que nous les avions expliqué cela, qu'ils sont donc revenus dans les très bons sentiments. Et puis nous étions comme des frères. Je vais vous préciser qu'il ne s'agissait pas des gens comme vous et moi. Il s'agissait des criminels de grand chemin, des assassins, des condamnés à mort, qui étaient mélangés, nous étions mélangés parmi eux. Donc quelqu'un qui avait un simple lame de rasoir, il peut t'égorger facilement, ça ne dit rien. Donc, au fur et à mesure, on se familiarisait avec eux. Ils comprenaient que nous, on partageait leurs peines. Eux-mêmes, ils partageaient les nôtres. Ce jour où le régisseur m'avait interpellé avec le t-shirt du MRC, il me dit, monsieur, allez enlever ce t-shirt sur vous. Parce qu'on est allé lui dire qu'il y a quelqu'un qui a volé le t-shirt. Il est revenu lui-même. Il me dit, monsieur, il m'interpelle, je viens, il me dit, monsieur, allez enlever ce t-shirt sur vous. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit non, on ne fait pas de la politique en prison, on ne porte pas ça ici. Je lui ai dit, mais voilà les gens qui ont le pan de la force et de l'expérience sur eux. Voilà les fonctionnaires. Les fonctionnaires, je dis les gardiens de prison, les dames qui avaient le cabas de M. Biya sur eux, sur elles. Voilà les gens qui avaient des complets du pan de M. Biya sur eux. J'ai dit au régisseur que je pense que de grâce qu'il a d'abord demandé à ceux-là d'enlever les leurs. Il m'a demandé le mien immédiatement. Il dit non, c'est là où les bandits ont dit non. S'il faut qu'il enlève son t-shirt, tout le monde doit enlever. Et si les autres doivent rester avec les pannes, la faute de respect, il doit rester avec lui. Il n'y a rien qui va changer. Alors, ça a donc commencé avec des échauffourées. J'ai dit, je ne peux pas enlever tant que les autres n'enlèvent pas. On est venu me tirer avec ce t-shirt. C'est même déchiré, je suis allé demander des guides pour recoudre et reporter sur moi.
Donc, on s'est tiraillé comme ça près de 2 jours. Ils ont compris que ça ne peut produire aucun effet. Et le régisseur a vu que lui-même ne peut pas aller demander à quelqu'un d'enlever la faute de l'expérience sur lui.